36 fois. C'est le nombre précis de fois où la lame de Bumpy Johnson a percuté sa cible lors d'une simple altercation dans un établissement de Harlem. À la 12e entaille, Ulysses Rollins ne représentait déjà plus aucune menace. À la 24e, il perdait définitivement la vue. À la 36e, 200 témoins étaient pétrifiés, le souffle coupé par l'horreur. C'est alors que Bumpy commet l'impensable. Il se redressa, ajusta sa cravate, franchit le corps inerte comme on évite une flaque d'eau et exigea des spaghettis au garçon. Ce n'était point une simple rixe, c'était un signal, et tout Harlem l'avait reçu. Été 1935, Harlem, New York. Si vous avez déambulé sur Lenox Avenue cette saison-là, vous auriez ressenti une tension électrique, semblable à l'air avant la foudre. Les artères appartenaient à deux puissances prêtes à l'affrontement. D'un côté, Dutch Schultz, le caïd juif allemand dominant la moitié du crime new-yorkais. Il convoitait le business des paris clandestins de Harlem, tout le secteur, et il ne reculerait devant rien. En face, Ellsworth Bumpy Johnson, un lieutenant de 30 ans s'étant déjà bâti la réputation du prédateur le plus redoutable du quartier. Il servait Madame Stéphanie Sinclair, la redoutable reine des chiffres, qui avait fondé un empire ex nihilo. Et Bumpy lui avait juré une chose: Harlem restait sous contrôle noir, quel qu'en soit le prix. Dutch Schultz avait dépêché des dizaines de sbires à Harlem. Bumpy et son escouade de 9 hommes les liquidaient exclusivement. C'était aisé, confiera plus tard son épouse, car peu de blancs circulaient à Harlem en plein jour. Mais Schultz était acculé. Il lui fallait un profil capable du plus courageux Bumpy Johnson, quelqu'un de dépourvu de peur. Quelqu'un peut s'opposer à une violence égale à celle de Bumpy. C'est ainsi qu'il sollicite Chicago. Ulysses Rollins mesurait 1,88 m pour 109 kg de fibres et de balafre. Il avait exécuté 11 personnes avant son quart de siècle. À Chicago, son surnom était le taureau, car une fois lancé, rien ne l'arrêtait. Schultz lui versa 5 000 $ d'acompte et lui garantit 10 000 de bonus s'il abattait Bumpy Johnson. « Fais-le savoir », ordonna Schultz, « que la rumeur se propage. Je veux que chaque parieur de Harlem comprenne ce qu'il en coûte de résister. » Rollins débarqua à Harlem mardi. Dès jeudi, l'écho circulait. Le nouveau tueur de Dutch Schultz rôdait en ville, à la recherche de Bumpy. Mais Rollins ignore une vérité fondamentale sur Harlem. Dans le fief de Bumpy, les murs avaient des yeux. Les cireurs, les vendeurs de journaux, les fleuristes, tous informaient Bumpy. Le vendredi matin, Bumpy savait tout de Rollins, son hôtel, son petit déjeuner. Il savait pour le pistolet calibre 45 sous l'aisselle et le surin dans la botte. Et Bumpy savait surtout que Rollins le pistait. Ce vendredi-là, Bumpy n'avait pas rendez-vous avec une locale, mais avec Helen Lawson, critique renommée au magazine Vanity Fair. Helen était blanche, cultivée, issue de Vassar College. Elle couvrait Broadway et fréquentait les stars. Elle était captivée par Bumpy Johnson. Leur rencontre datait de 3 semaines dans un club de jazz. Helen enquêtait sur la renaissance de Harlem. Bumpy était fasciné par cette femme blanche n'ayant aucune crainte de s'aventurer en zone noire, posant des questions pertinentes et voyant en Harlem autre chose qu'un ghetto miséreux. « On y trouve le meilleur jazz », avait glissé Bumpy. « C'est l'âme de Harlem, et on y dîne bien. » Hélène avait acquiescé, les deux. Le bar-théâtre Alhambra au carrefour de la 126e rue et de la 7e avenue était une légende. Duke Ellington et Billie Holiday avaient été brillants. Ce vendredi soir, la salle comptait 200 âmes. Artiste, voyou, intellectuel. Bumpy y arriva à 20h, sanglé dans un costume anthracite, cravate bordeaux, ses chaussures étincelaient, son fedora était impeccablement posé. Il dégageait l'allure d'un financier, non d'un exécuteur. Hélène l'attendait, elle portait de bleu et des perles. Ils burent un verre. Le dialogue était fluide. Elle l'enquêtait sur Charleston. Il s'enquérait de sa vie de femme dans la presse. Le quatuor jouait un jazz velouté. Le cadre était idéal. Puis, à 20h47, la porte battit. Ulysses Rollins entra. Bumpy l'identifia instantanément. Sa démarche massive, son regard de prédateur balayant la salle, tout trahissait ses intentions. Il ne venait pas pour manger, mais pour chasser. Leurs yeux se fixèrent. Rollins eut un sourire carnassier. Hélène sentit le basculement. Le dandy Volobby s'était évaporé. À sa place se tenait un être d'acier. « Bumpy » murmura Hélène. « Un souci ?»« Non » souffla Bumpy, les yeux rivés sur Rollins. Rollins fendit la foule avec arrogance, s'assurant d'être vu. C'était le contrat de Schultz, un meurtre public. Face à la table de Bumpy, il s'immobilisa. Le géant surplombait l'homacie. Un avantage psychologique, pensa Rollins.
Et toi, c'est Bumpy Johnson? Ça dépend de l'interlocuteur. Dutch Schultz de Salut. Il dit que tu es une nuisance, et les nuisances s'éliminent. La musique continua, mais le silence gagnait les tables. L'orage arrivait. Dis à Dutch que Harlem a déjà tranché son cas. Il l'ignore encore. Rollins ricana, de grands mots pour un homme assis. C'est là que Bumpy vit la main de Rollins glisser vers son pistolet. Bumpy prend sa décision. Si le feu s'ouvrait, le carnage serait total. Des innocents périraient. Hélène, les musiciens, les clients. Dans cette cohue, les balles sont aveugles. Bumpy frappa le premier. L'action fut si foudroyante que la foule n'en sut guère saisir l'issue. La main de Bumpy ne cherche pas une arme, mais la table. Dans un mouvement fluide, il s'empara du couteau à steak, 15 cm d'acier dentelé. Rollins tenta de dégainer, mais Bumpy s'était déjà propulsé avec une célérité animale. La chaise volait. Hélène cria. Bumpy plongea la lame. Le premier impact faucha l'avant-bras de Rollins alors qu'il sortait son fer. L'arme rebondit sur le parquet. La deuxième estocade fendit la joue du géant. À la troisième, Rollins réalisa qu'il affrontait une force dépassant l'entendement. Bumpy mougeait comme la foudre. Ils s'écrasèrent contre une table, cristallerie brisée, repas projetés, hurlements. Mais Bumpy ne relâcha rien. Quatrième, cinquième, sixième coup. Rollins luttait avec sa masse, mais Bumpy était une ombre insaisissable. Chaque riposte de Rollins se heurtait au vide, tandis que le couteau travaillait sur sa chair. Le 12e coup perfora les côtes, le 18e trancha l'épaule. Au 24e, Rollins s'effondra sur les genoux. C'est là que Bumpy visa les yeux. Hélène, pétrifiée contre la paroi, observait cet homme qui citait des poètes quelques minutes plus tôt, dépeçait méthodiquement un colosse. Chaque geste était chirurgical. Ce n'était pas de la fureur, c'était de l'ingénierie. La 25e entaille frappa au-dessus de l'orbite gauche. Elle s'enfonça profondément. Quand Bumpy retira l'acier, le globe oculaire suivit, éteignant définitivement la vue de Rollins. Les séquelles étaient irréparables. Rollins poussa un râle que Hélène n'oublierait jamais. L'établissement était plongé dans une torpeur sépulcrale. Le jazz s'était tu. 200 témoins assistaient à ce tableau sanglant. Bumpy est pertinent. Rollins rampait dans son propre sang, brisé, agonisant. Et Bumpy, maculé par l'hémoglobine adverse, rentrait dans l'imprévisible. Il rajusta sa cravate. Ce geste d'une sérénité glaciale pétrifia l'assistance. Il venait de mutiler un homme et soigner son apparence comme s'il sortait d'un conseil d'administration. Il enjamba Rollins sans un regard, comme une vulgaire flaque d'eau. Il regagna son siège, le redressa et s'installa. Hélène le fixait, livide. Bumpy lui offrit son sourire habituel. « Désolé pour ce contretemps », dit-il d'une voix de velours. Il héla le serveur tétanisé derrière son bar. « S'il vous plaît, la carte, j'ai un creux. » Le serveur resta de marbre, personne ne bougeait. Bumpy se servit lui-même un menu sur la table voisine. Finalement, lança-t-il « Je prendrai les spaghettis bolognaises ». Le serveur tremblant nota. Hélène revint s'asseoir, les jambes en coton. Bumpy essuyait ses mains rouges avec sa serviette blanche. « Tu devrais filer », conseilla Bumpy doucement. « Ce n'est pas ta place. » Mais elle était hypnotisée. Elle voyait un homme commettre l'irréparable puis attendre son plat avec la patience d'un saint. 8 minutes plus tard, les pâtes fumaient devant lui. La sauce paraissait sombre sous les néons. Dehors, l'ambulance arriva pour Rollins. Bumpy enroula ses pâtes sur sa fourchette. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée alors que Rollins était évacué. « C'est excellent », commenta-t-il. « Goûtes-en. » Hélène ne pouvait avaler. Bumpy finit la moitié de l'assiette avant l'arrivée de la police. Les officiers savaient. Légitime défense, dirent-ils. Personne n'arrêterait le roi de Harlem. Le lendemain, la légende était née. Pas pour la bagarre, mais pour les spaghettis. Ce détail signifiait que Bumpy Johnson était au-dessus de la peur. Dutch Schultz apprit la nouvelle à midi. Il comprit que Rollins avait échoué. « On ne peut pas intimider Harlem », conclut-il. Il ordonna de laisser le quartier tranquille. Bumpy venait de gagner son indépendance. 6 mois plus tard, Schultz tombait sous les balles de Luciano, et Bumpy devenait le parrain de Harlem, le seul noir traité en égal par la mafia. Cette nuit de 1935, Bumpy était un homme finissant son repas sur le sang d'un autre. Il raccompagna Hélène, s'excusant encore. « Pourquoi ce dîner ?» demanda Hélène. « Je n'ai pas tendu de piège, » répondit Bumpy. « J'ai vécu ma vie, et quand on me veut l'apprendre, je réponds de façon à ce que personne ne le recommence. »
Bumpy régna 30 ans. Il est devenu une icône, protégeant Malcolm X et défiant les cartels. Mais tout a commencé avec ses 36 coups de couteau et une portion de pâte. Le pouvoir, c'est le contrôle. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous verrons comment Bumpy a négocié seul face à Luciano. À Harlem, le respect s'arrache par la lame et se confirme par le calme.